invité ce matin, c'est Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je voulais qu'on commence par cette invitation, justement. Invitation d'Emmanuel Macron à son homologue russe, Vladimir Poutine. Il le reçoit cet après-midi au fort de Brégançon, là où il passe ses vacances. Il a raison de l'accueillir à quelques jours du G7 sur son lieu de villégiature. C'est une bonne chose, oui. Moi, je pense que les relations avec la Russie sont importantes. C'est un partenaire. Et en tout cas, avant cette réunion du G7, sur lesquelles, par contre, je suis évidemment plus critique, parce que je ne comprends pas ces réunions entre pays industrialisés hors l'ONU, qui sont des réunions qui n'ont pas de, c'est pas une instance reconnue par le droit international et qui décide un peu comme ça pour la planète, en plus en excluant des pays comme la Russie. Donc oui, c'est une bonne chose. Et on va revenir effectivement sur ce contre-sommet auquel vous participez. Mais certains dénoncent une forme de complaisance entre le président et Poutine, un autocrate. Vous répondez quoi ? Je sais pas, il me semble que le président Emmanuel Macron a rencontré plusieurs fois Donald Trump, je ne me trompe pas. Alors aujourd'hui, par rapport à la paix dans le monde, il me semble que le danger vient plus d'un Donald Trump, que ça soit sur la question iranienne, que ça soit sur la question du climat, que ce soit sur la question de beaucoup d'endroits dans le monde où les États-Unis estiment qu'en réalité le terrain leur appartient. Je pense aussi à l'Amérique latine. Donc je ne vois pas pourquoi d'un côté on rencontrerait Donald Trump, on serait dans l'OTAN, derrière les États-Unis d'Amérique, et de l'autre côté, on ne rencontrerait pas la Russie. Aujourd'hui, quelles que soient par ailleurs les critiques que je peux formuler sur la manière dont Vladimir Poutine gère son pays, notamment au niveau des droits démocratiques, mais là aussi, il n'y a pas vraiment de leçon à donner de la part vis-à-vis de Donald Trump, je pense que la France doit effectivement avoir des relations avec la Russie, doit discuter de la paix dans le monde, que celle-ci me semble menacée, donc c'est une bonne chose aujourd'hui de le rencontrer. Parce que je rappelle effectivement la situation... situation... Vous voyez, je donne un satisfait à Emmanuel Macron. Une fois n'est pas coutume. Je rappelle quand même la situation. Des centaines d'opposants ont été arrêtés alors qu'ils manifestaient pour réclamer des élections libres à Moscou et dans d'autres villes. Ça, c'est préoccupant. C'est ce que je viens de dire. Mais dans ce cas, vous constaterez avec moi qu'on ne va pas voir grand monde. Et de ce point de vue-là même, y compris la manière dont, en France, le mouvement social a été réprimé de la manière très, très certainement la plus forte depuis le début de la Ve République. Je pense aux Gilets jaunes, je pense aux syndicalistes tous les jours, je pense aux militants écologistes. Là non plus, nous n'avons pas forcément toujours des leçons à donner à tout le monde. Est-ce qu'il faudrait quand même qu'Emmanuel Macron l'évoque devant Vladimir Poutine, la façon dont il traite ses opposants? Oui, je crois qu'il va le faire. Peut-être que Vladimir Poutine évoquera aussi la manière dont Emmanuel Macron traite ses opposants dans la rue. Les deux sont comparables vraiment pour vous? Je ne sais pas. Aujourd'hui, excusez-moi, je viens de regarder le bilan de ce qui s'est passé en France depuis un an. Il me semble très mauvais d'un point de vue démocratique. Il n'y a pas que moi d'ailleurs qui le dit. Même au niveau de l'ONU, il y a eu aujourd'hui des remarques, plus que des remarques d'ailleurs, des décisions par rapport à la France. Certains opposants ont été assassinés, il n'y a pas tellement de liberté de la presse, il y a des soupçons de fraude électorale. C'est ce que je vous ai dit. La police russe utilise les mêmes méthodes que la police française. Quelle que soit par ailleurs la manière dont Vladimir Poutine traite ses opposants, et je ne suis pas d'accord, y compris d'ailleurs, je vous rappelle qu'un de ses premiers adversaires, une des premières personnes mises en prison, a été le responsable du Front de gauche, qui est le parti très certainement le plus proche de nous en Russie. Donc je n'approuve pas ça, mais je dis simplement que ça ne peut pas être malheureusement le seul point sur lequel nous basons nos relations internationales, parce que la première personne qu'il ne faudrait pas le voir, le premier fauteur de troubles, là cette fois-ci au niveau international, encore une fois, je vous le dis, c'est plutôt les États-Unis d'Amérique. La police française utilise les mêmes méthodes que la police russe ? Je vous dis que je trouve qu'aujourd'hui, depuis un an, nous avons pris un tournant en France vis-à-vis des mouvements sociaux, vis-à-vis des mouvements démocratiques qui m'inquiètent. Je ne dis pas que c'est la même échelle, mais je remarque que globalement, malheureusement, la plupart des pouvoirs dans le monde, vis-à-vis de leur opposition, sont souvent de plus en plus durs en termes répressifs. Voilà, c'est la seule chose que je dis. Donc je ne fais pas la comparaison, y compris, je ne fais pas la comparaison parce qu'en Russie, récemment, il y a l'interdiction carrément pour des opposants de se présenter aux élections. Donc on a pris un palier supplémentaire. Vous voyez, je fais des différences, mais n'empêche, je trouve qu'en France, il y a des choses qui, depuis un an, fait que nous avons un peu du mal à donner des leçons au monde entier de ce sujet-là. Je parle du gouvernement. Alors, rencontre qui aura donc lieu quelques jours avant le G7. De toute façon, c'est pas le sujet principal de cette rencontre. Le sujet principal de cette rencontre, c'est notamment la question de la paix dans le monde, des relations internationales et des relations avec la Russie. Il est normal que nous ayons des relations avec la Russie. Et cette rencontre intervient quelques jours avant le G7 qui aura lieu entre le 24 et le 26 août à Biarritz. Et vous, la France Insoumise, vous avez participé à un contre-sommet G7 à quelques kilomètres de là. Vous dites en gros, ça ne sert à rien, G7 ?
Ça sert surtout à ce que les différentes oligarchies, les différents pays industrialisés, les différentes puissances économiques s'entendent sur le reste du monde. C'est à ça que ça sert. D'un point de vue, au niveau, j'allais dire, de ce qui est avancé, par exemple, sur la paix dans le monde, au niveau de ce qui est des avancées en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en matière de coopération internationale, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas au G7 où ça se passe. Donc voilà, j'allais dire que c'est le genre de réunion entre amis qui vers une course vers l'abîme, que ce soit au niveau des urgences écologiques, des urgences pour la paix, des urgences aussi en termes d'explosion des inégalités sociales, qui, moi, me paraissent plutôt organisées ces dangers plutôt que de les contrecarrer. Et encore une fois, moi, vous savez, nous sommes des fervents défenseurs du droit international. Voilà. Ce qui se passe dans l'ONU est une bonne chose. Les choses doivent se passer dans l'ONU et non pas dans des espèces de rencontres entre les puissances les plus importantes, ou du moins autoproclamées les plus importantes du globe. Donc nous opposons. C'est pour ça que je serai effectivement à partir de demain à Hendaye, et mercredi je fais un débat à 11h du matin, notamment avec David Cormand, Olivier Besancenot et Aurélie Trouvé d'Attaque. Donc dans ce cadre-là, il n'y a pas d'intérêt à ce que Vladimir Poutine réintègre ce qui redeviendrait le G8. Mais moi, non, vous savez, nous, on est contre le G7 et le G8, parce que, encore une fois, je l'ai expliqué, c'est pas là que ça devrait se passer, ça doit se passer à l'ONU. Voilà, on a fait des progrès au cours du XXe siècle, d'un siècle qui a été un siècle terrible en termes pour la paix, au niveau de la démocratie, etc. Donc il y a eu des progrès avec la constitution de l'ONU, des instances internationales reconnues dans lesquelles tous les pays sont. C'est là que ça doit se passer, et non pas à travers les puissances capitalistes de ce monde. Est-ce que ça ne permet pas de le préparer par le simple fait de se rencontrer, de discuter? Ça prépare non, aussi. Non, je ne crois pas que ça se prépare. Je crois qu'en réalité, c'est entre ces personnes-là que se décident des choses sur la planète qui ne sont en général pas bonnes pour les peuples. Donc voilà, nous sommes contre le G7, nous l'avons dit. C'est pour ça que nous participons à ce contre-sommet qui, d'ailleurs, entre parenthèses, ne se contente pas de s'opposer, mais propose aussi des projets alternatifs. Moi, le débat auquel je participais, c'est quel projet alternatif par rapport au libéralisme, par rapport justement au libre-échange. Et je crois que c'est une bonne chose, effectivement, que nous disions notre désaccord. Le 24 août, il y a une grande manifestation prévue à Hendaye. Vous allez y participer? Alors non, parce que vous savez qu'en même temps, nous avons les amphis, c'est-à-dire l'université d'été de France Insoumise, que je vais rejoindre. Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais participé à cette manifestation. Autre sujet dans l'actualité qui sera d'ailleurs aussi sûrement abordé lors de ce prochain sommet à Biarritz, la question des migrants. On a appris hier que la France s'engageait à accueillir 40 migrants du bateau humanitaire Open Arms, soit près de la moitié des migrants à bord. Est-ce que vous saluez déjà cette décision de la France? Alors écoutez, j'aurais salué la décision de la France, par exemple, qui aurait consisté à donner le pavillon français quand l'association qui gère certains des bateaux qui viennent en secours des migrants le cherchaient désespérément. Bon, à certains moments, on prend des décisions comme ça, mais c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Bon. On a une double question sur les migrants. Aujourd'hui, on a beaucoup de pays, y compris là, en France, où on exagère la question. C'est-à-dire on a l'impression qu'il y a un flux migratoire absolument terrible et que c'est le problème principal auquel sont confrontés nos pays. Ce n'est pas vrai. Ça a été... Pas le cas, mais ça a été un cas important, effectivement, au moment de l'après-guerre du Syrie, 2015. En 2015, voilà. Effectivement. Bon, mais il y a quand même des centaines de migrants qui meurent chaque année en Méditerranée. Donc c'est plutôt cette question-là qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'en réalité, les problèmes viennent plutôt de la manière dont nous gérons cette question. Que ce soit en France, parce que moi je veux bien qu'on donne, et c'est bien le fait d'accueillir 40 personnes, mais d'un autre côté, à Porte de la Chapelle, il y a des centaines de migrants tous les jours dont seules les associations et les collectifs citoyens s'occupent. L'État a complètement désarmé, laisse ces gens-là dans la nature. Il n'y a pas de centre d'accueil digne de ce nom à Paris, contrairement à beaucoup de capitales européennes. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que là aussi, nous ne pouvons pas donner des leçons. Je crois que la question des migrants qui se pose doit se poser sur deux créneaux toujours. La question des causes, pourquoi des gens sont contraints de partir, et de ce point de vue-là, nos pays ont des responsabilités premières, que ce soit sur les accords de libre-échange qui ruinent les économies de ces pays-là, que ce soit sur les guerres dont nous sommes souvent à l'origine, ou que ce soit simplement sur la question climatique, où on conviendra que les pays industrialisés, les pays développés, produisent plus de CO2 que les pays qui aujourd'hui subissent le réchauffement. Et puis en même temps, tant que ce n'est pas fait, il faut en gérer davantage les conséquences que nous le faisons aujourd'hui. La France a les moyens d'accueillir plus de gens qu'elle ne le fait aujourd'hui, plutôt que de fermer les yeux, de les laisser en la rue, comme c'est le cas actuellement. Alors, elle a mis justement en œuvre un principe de solidarité là, qui vise à se répartir les migrants. Ils sont 14 pays de l'Union européenne à l'avoir mis en place, dont la France. Donc ça, c'est plutôt une oui, mais d'accord, mais dans les faits, concrètement, ça donne quoi ? Pour l'instant, je ne vois pas la différence. Ouvrir les ports en France, ça c'est quelque notamment, chose. par rapport. Alors,
qu'il faudrait faire ? Il y a deux choses différentes. Vous savez, moi, je viens du monde maritime, d'accord ? Mon passé professionnel venait de ce monde-là. Et en mer, il y a quelque chose qui date du début du XXe siècle, qui sont des accords qui fait que toute personne naufragée, quelle que soit la situation, même théoriquement en temps de guerre, on doit lui porter secours. Donc, il est évident que des gens qui sont en mer, que ce soit des migrants en route, on doit leur porter secours et ouvrir les ports. Voilà, ça, c'est une évidence. Et on doit aussi arrêter de gérer cette question avec des pays comme la Libye, où actuellement, on gère ça avec des trafiquants d'esclaves, avec des gens qui ont des comportements inadmissibles, pays que nous avons largement déstabilisés il y a quelques années de ça. Donc ça aussi, c'est une politique qui n'est pas bonne. Voilà. Donc moi, je dirais que ce qu'il faudrait faire, c'est qu'au lieu des politiques type Frontex, c'est-à-dire sécuritaires sur la Méditerranée, au lieu de politiques qui visent à avoir des accords, que ce soit avec la Turquie, la Libye, pour essayer de gérer cette question, on ferait mieux de revenir à la philosophie de ce qu'était Mare Nostrum. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, c'était plutôt des politiques de coopération pour justement être capable d'accueillir, parce qu'on ne va pas les laisser mourir en Méditerranée, d'accueillir ces quelques milliers de personnes de plus par an que nos pays différents ont largement de quoi intégrer. Seulement la situation bloque pas mal avec l'Italie, avec M. Salvini. Est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre la discussion avec lui? Ça permettrait, quand 14 pays disent on veut bien les recevoir, que l'Italie les accepte. Certainement. Il faut discuter avec Salvini. Vous savez, j'apprécie pas la politique de M. Salvini, qui est une personnalité d'extrême droite. Mais d'un autre côté, c'est vrai aussi qu'à certains moments, là aussi, on ne peut pas être trop donneur de leçons vis-à-vis de l'Italie. Parce que l'Italie est en première ligne, comme la Grèce d'ailleurs, par rapport à l'arrivée des migrants, et qu'il est évident que ça ne peut pas être seulement les pays de l'autre côté de la Méditerranée, les plus accessibles, qui gèrent la question de l'arrivée des migrants. Il faut, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la France doit y prendre beaucoup plus part qu'elle ne le fait aujourd'hui, et elle en a les moyens. Plusieurs dossiers chauds donc en cette rentrée, parmi eux le dossier des retraites. Je le rappelle, l'objectif c'est de remplacer les 42 régimes actuels par un système universel à points, et l'une des recommandations essentielles de Jean-Paul Delevoye, c'est d'instaurer un âge de taux plein identique pour tous à 64 ans. Emmanuel Macron était à Bormes-les-Mimosas donc ce week-end, il a défendu son projet de loi. Écoutez-le. Et le nôtre, c'est qu'on vit de plus en plus âgé. Oui, donc, oui, bien sûr. On a un système qui a été fait. À une époque, on pouvait partir vers 60 ans parce que les gens avaient une espérance de vie qui était très différente. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est repenser les carrières. Ce sera d'ailleurs, pour les soignants comme pour les enseignants, c'est un des défis sur les retraites. Il faut repenser les carrières différemment. Voilà, on vit plus longtemps, il faut donc adopter notre système. Ça fait 20 ans. Mais il n'a pas tort là-dessus, le président. Non, si, il a tort. Il a tort parce que si on vit plus longtemps, à votre avis, pourquoi vivons-nous plus longtemps ? C'est parce que justement, on s'arrête de travailler plus tôt. Voilà. Le fait de travailler à partir d'un certain âge, d'additionner certaines années, compte beaucoup par rapport à la santé. Et on remarque. C'est aussi scientifique, c'est aussi les avancées scientifiques qui nous permettent de vivre plus longtemps. Bien sûr, il y a ça, mais il y a aussi le fait que se lever tous les jours pour aller travailler 8 heures et voire plus tous les jours, ça fatigue aussi. Donc il y a un moment donné où notre organisme ne le supporte plus. Donc je vous le dis, ça a été vu d'ailleurs dans pas mal de pays européens, l'âge de départ à la retraite, plus il se rallonge, plus malheureusement il a des influences sur notre espérance de vie, mais également notre espérance de vie en bonne santé. Donc je trouve que cette formulation n'est pas bonne, surtout que ça fait 20 ans qu'on nous dit ça va être la dernière réforme, celle qui va permettre justement d'assurer pour les générations à venir un départ à la retraite. Bon. Et aujourd'hui, et un financement. Comment ? Et un financement. Et un financement. Donc ça fait bon. Alors par exemple, prenons le financement, c'est intéressant. On nous dit on va en finir avec les régimes spéciaux. Et l'autre fois, il y avait un excellent article dans Les Échos, dont on va considérer que c'est pas forcément l'organe central de France Insoumise, qui expliquait qu'en réalité, ce que ça allait produire comme premier effet d'ici 2030, c'est d'accroître les déficits. Pourquoi, figurez-vous ? Parce que les régimes spéciaux, les Français ne le savent pas souvent, peut-être que ça permet de partir certainement plus tôt pour certaines professions, mais il se trouve que ces professions cotisent plus également. Et donc, s'ils ne cotisent pas plus, eh bien, on va accélérer tout. Vous voyez que les choses ne sont pas si simples. Moi, je crois qu'il faut voir la question autrement. D'accord ? Le taux de la productivité que nous avons tous, grâce à des progrès techniques, grâce aussi à des progrès en termes éducatifs, etc., n'a cessé d'augmenter. C'est-à-dire on produit à peu près, je vais dire un chiffre, il est évasif, mais à peu près 3 fois plus, par exemple, chacun d'entre nous depuis une trentaine d'années. Bien. Eh bien, cette productivité, où la mettons-nous qui produit des richesses ? Est-ce qu'on la met justement dans une accumulation de profits, une accumulation de richesses, ou par exemple, nous considérer que du coup, ça nous permet justement de ne pas continuer à travailler plus longtemps. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous remarquerez que souvent que quand vous êtes mis au chômage à un certain âge, c'est-à-dire quand vous approchez les 60 ans que vous êtes mis au chômage, eh bien, vous ne retrouvez plus de travail. Donc,
cette question, alors même qu'on a encore 6 millions de chômeurs au total aujourd'hui dans ce pays, cette question qui vise à faire en sorte que chacun doit travailler plus, c'est une question qui n'a pas de sens. Et je crois qu'il faudrait revoir effectivement la question des retraites à l'aune de cette philosophie. On pourra parler du chômage. Le chiffre de 6 millions, je ne sais pas d'où il vient. Pas global, je vous prends les ABC. ABC, oui, voilà. Mais moi je parlais du taux au sens du PIT. Enfin bon, là c'est pas le dossier. C'est souvent important parce que souvent on transfère, excusez-moi, mais on transfère les A, c'est-à-dire les catégories de gens qui n'ont pas travaillé du tout, sur des catégories qui ont travaillé un petit peu. Parce qu'on développe beaucoup de travail à temps partiel. Julie évoquait l'âge pivot de 64 ans. Franchement, quand on écoute Jean-Paul Delevoye, est-ce que vous avez l'impression quand même que c'est gravé dans le marbre, cet âge pivot de 64 ans pour la génération, la classe 1963, qui va être les premiers concernés? Vous faites confiance à la concertation quand même, qui va être menée à partir de la rentrée? Il n'y a pas de concertation. Les syndicats, tous les syndicats sont en train d'être vent debout contre le projet qui s'annonce. Il pourrait y avoir une grande concertation nationale. À chaque fois, on discute, on a un projet. Elle n'a pas commencé cette concertation, elle va être menée à la rentrée. Elle va être menée à la rentrée. Vous faites confiance à cette concertation ou pas? Non, je ne fais pas confiance. Je pense qu'Emmanuel Macron veut en réalité non seulement rallonger la durée de travail, donc la porter à 64 ans avec un système de décote, mais en plus de ça, avec le système par points, il revient sur la question de la retraite. Il doit consulter les Français ou pas, à votre avis, sur ce sujet? Le moins qu'on puisse dire, c'est que... D'ailleurs, je remarque qu'il est prudent. Vous remarquerez quand même, parce qu'au départ, le projet devait venir vite, puis maintenant, on parle après les municipalités. Mais justement, il a peut-être changé sa méthode. Ça, non, je pense qu'il a un peu peur, puis il a raison, parce qu'il y a quand même plusieurs... Il est un peu peut-être refroidi, notamment par la taxe carbone, qui lui a valu le mouvement des Gilets jaunes. Donc il se dit quand même que sur la question des retraites, qui a été un des grands acquis des luttes, parce qu'elle n'est pas venue toute seule du XXe siècle, eh bien, sur cette question-là, il est peut-être urgent de faire attention, surtout, encore une fois, quand je vous le dis, pour l'instant, la classe de personnes au travail qui se retrouvent le plus privées d'emploi, c'est les seniors. Donc, pousser des gens à travailler plus longtemps pour que ce soit les assédiques ou je ne sais quel organisme qui les paye à la fin, je ne suis pas sûr que ça soit... Et le minimum de retraite sera porté à 85% du SMIC, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça, oui, ça augmente de 2-3%, oui. D'accord, ok, on va donner un tout petit peu, et de l'autre côté, on force les gens à travailler plus longtemps, donc c'est pas positif. Ce sera le grand dossier social de la rentrée, peut-être sur celui-là où se fera ce que vous attendez depuis pas mal de temps, la convergence. Je ne sais pas, franchement, je ne lis pas dans le marbre, parce que nous, on pensait... vous savez que l'année 2018 allait être marquée, 2019 être marquée par la lutte contre la réforme Pénicaud qui cassait le code du travail ou sur la SNCF qui ouvrait la SNCF à la concurrence. Bien. Et finalement, ça a été une taxe carbone qui a enflammé le pays et donné le mouvement des Gilets jaunes. Donc je fais attention. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans le pays qui se passent. Je vous donne un exemple. On en parlera des pompiers tout à l'heure, non? Alors, il nous reste très peu de temps. On voit les pompiers qui sont en première ligne parce qu'ils le disent eux-mêmes. Il y a des incivilités, mais surtout, ils ont des problèmes qui se passent en termes de moyens matériels, moyens humains, parce qu'ils sont souvent le dernier maillon de la chaîne. Et c'est pareil des urgentistes. Ils sont de plus en plus en grève. On en parle peu, ils sont de plus en plus en grève. Ils vont se retrouver à la rentrée par rapport à un système de santé qui craque dans ce pays. Ça peut partir de là. Ça peut partir aussi à un moment donné d'une profession qui, justement, parce que les Français s'en sentent proches, parce que c'est la question de la santé, eh bien, se mobilise. Alors, ça sera peut-être sur les retraites, mais ça peut être aussi par ce genre justement, sur cette réforme de mobilisation des retraites, il y a des manifestations prévues par la CGT et Force ouvrière les 21 et 24 septembre prochains. Est-ce que vous appelez, vous, les Français, à descendre dans la rue? Ah, bien sûr, oui. Bien sûr, on soutient pleinement ces manifestations. Il faut faire échec à ce mouvement parce qu'encore une fois, il est mauvais pour le pays, il est mauvais pour les gens qui travaillent et il est même mauvais pour l'économie. Donc vous manifesterez aux côtés de la CGT et de Force ouvrière. On soutiendra pleinement les syndicats et on espère d'ailleurs qu'à un moment donné, toutes ces dates, puisqu'il y en a plusieurs qui sont prévues tout au mois de septembre, se fédèrent dans des mobilisations globales contre la politique du gouvernement. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.